Chères auditrices et auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission La Méridienne de Méridien Zéro. Nous voilà de retour dans le studio après une ou deux émissions quand même qui ont été tournées à l'extérieur, soit par des camarades ailleurs, quelque part en France, du côté de la Normandie, soit avec le studio volant. Nous revenons en studio. Alors, nous revenons un 9 mai, puisque nous préenregistrons cette émission. Alors le 9 mai, évidemment, pour une partie d'entre vous, la date passe relativement inaperçue. J'espère pour le moins possible quand même d'entre vous, puisque le 9 mai est cette date anniversaire de la mort de Sébastien Desieux, qui fut un camarade, et un camarade en particulier nationaliste révolutionnaire dans les années 80. Et nous commémorons normalement le 9 mai, la date donc de sa mort, puisqu'il était poursuivi par les forces de l'ordre à l'occasion d'une manifestation interdite. Et que tragiquement, en fait, ayant essayé d'échapper à la police, il était tombé du 2e étage, je crois, et il était décédé. Bien. Tous les ans, des camarades font une manifestation à sa mémoire. Pendant quelques années, en particulier tout le début des années 2000, l'extrême gauche, tout le petit milieu Antifa avait entrepris en fait d'essayer de nous empêcher de manifester. Ce fut presque réussi, puisque la manifestation, à une époque, fut carrément interdite par la préfecture de police. Et c'est vrai que ça donnait lieu à des escarmouches, on va dire, qui tournaient d'ailleurs quand même pas en notre désavantage, hein, il faut bien le rappeler. Depuis quelques années, les Antifas ont un peu lâché l'affaire, et donc les manifestations ont repris. Alors de façon totalement unitaire, hein, il ne s'agit pas du tout pour une organisation d'essayer de tirer la couverture à elle. Donc cette année, de nouveau, la manifestation a été organisée par des camarades, donc une retraite au flambeau. Elle doit avoir lieu au moment même où nous vous parlons, et j'espère qu'elle aura eu tout le succès mérité, en espérant évidemment qu'une année, peut-être l'année prochaine par exemple, Méridien Zéro puisse être présent à la manifestation et la couvrir avec quelques interviews et au moins des prises de son. Voilà. Donc nous n'y sommes pas, de fait, puisque ce soir, nous consacrons notre émission à un autre sujet, tout aussi important, qui nous touche de près parce que nos invités sont dans une maison d'édition où travaillent ou donnent un coup de main pour une maison d'édition qui nous est excessivement proche, les éditions du Rubicon. Et donc ce soir, j'ai l'honneur, l'avantage et le plaisir de recevoir Pierre Hillard. Bonsoir. Et Thibaut Philippe. Bonsoir. Pour parler donc d'un ouvrage qui va sortir aux éditions du Rubicon, et ça sera l'occasion pour nous de faire un appel évidemment sur la prévente, puisque c'est important, c'est ce qui permet évidemment aux éditions de pouvoir financer en partie l'édition de l'ouvrage. Donc un livre qui s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial, qui a été écrit par H.G. Wells. Alors je pense, messieurs, qu'il faut revenir sur l'auteur, c'est un préalable. Parce que je pense que pour la plupart de nos auditeurs et auditrices, H.G. Wells, c'est un certain nombre d'ouvrages importants, mais qui ont sans doute bercé plutôt leur jeunesse. En l'occurrence, on pense à La Guerre des mondes, on pense à L'homme invisible, on pense à La machine à remonter le temps, c'est-à-dire des ouvrages qu'on classerait plutôt dans la science-fiction et qui sont généralement en effet plutôt abordés à une époque où on est encore dans l'enfance ou on va dire la préadolescence. C'est vrai que je connais peu de gens autour de moi qui aient repris ces ouvrages à l'âge adulte. C'est bien dommage parce que par ailleurs, il y a beaucoup de choses à en tirer. Il se trouve que H.G. Wells n'a pas eu qu'une carrière d'écrivain en tant que tel. Il a eu des engagements politiques très très clairs, généralement qu'on met peu en avant ou auxquels on fait peu référence parce qu'en effet c'est pas forcément l'aspect sur lequel on aborde H.G. Wells. Donc revenons sur lui, qui est H.G. Wells et quel fut en effet à la fois son engagement politique et un petit peu sa carrière littéraire. Pierre ? Bien déjà, H.G. Wells, Herbert Georges, pour le prénom exactement, il faut le situer dans le temps, 1866-1946. Et le livre, donc traduit grâce aux éditions du Rubicon, Le Nouvel Ordre Mondial, est sorti en janvier 1940. Donc c'est un homme qui a écrit ça à l'âge de 74 ans, donc l'âge mûr. Alors, H.G. Wells est d'origine sociale modeste. Sa mère était femme de ménage. Son père, il a fait plusieurs métiers. Il a entre autres dirigé des magasins de porcelaine. Enfin, il fait du sport aussi.
Donc, origine sociale modeste. Il a aussi, il faut, vous savez, pour connaître quelqu'un, il faut connaître ses ancêtres. Je dis qu'il y a l'ADN d'un point de vue biologique, mais aussi l'ADN de l'âme. Et on est toujours tributaire du comportement psychologique, religieux, affectif de son père, de sa mère, de ses grands-parents paternels et maternels. Et pour l'aspect spirituel, il faut se rappeler que la mère d'H.G. Wells était protestante et son père un libre penseur. Et c'est un couple qui en plus ne s'entendait pas vraiment, ils ont vécu ensemble, ils se supportaient, et puis à un moment donné ils ont fait chambre à part et ils ont vaqué leurs occupations. Donc c'est un homme qui était marqué par une enfance aux idées libérales, aux idées de primauté de l'homme, libre penseur, et sûrement avec un déficit affectif, puisqu'il a vécu une enfance pas évidente, avec des parents qui ne s'entendaient pas, avec les répercussions dans la vie du couple et des frères et sœurs. C'est un enfant qui a fait des études ensuite au collège, je veux dire, dits normaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'étant intelligent, il a fait en particulier des études de biologie. Et c'est ça qui m'a toujours frappé dans le mondialisme. Ces gens-là sont tous liés entre eux, soit par des mariages, soit par des liens d'amitié, soit par des liens professionnels. Et H.G. Wells, étudiant en biologie, va avoir comme professeur, un professeur d'ailleurs pour qui il aura une sympathie, et ce sera une sympathie réciproque, un certain Thomas Huxley, le grand-père d'Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes, sorti en 1932, et dont le frère, Julian Huxley, lui aussi comme le frère et comme le grand-père Thomas Huxley, eugéniste, biologiste, darwinien, sera le premier patron de l'UNESCO et jouera un grand rôle aussi dans la création du fameux institut promouvant la protection de la faune et la flore, le WWF. Je tiens à préciser une chose, la protection de la faune et la flore, c'est une chose normale et encouragée, mais dans leur esprit, dans l'esprit de ces personnes-là, la protection de la faune et la flore, ça a un sens exagéré de déesse mère, de Gaïa. C'est-à-dire que c'est la divinité, la nature qui prend le pas sur la transcendance. Et donc, pour revenir à Thomas Huxley, c'était un darwinien, on l'appelait même le bulldog de Darwin. Il va marquer le jeune H.G. Wells. Et ensuite, ce dernier, avec différents métiers quand il se lance dans la vie active, va écrire des bouquins, L'île du docteur Moreau, etc. Donc déjà, on voit un début de transhumanisme, puisque c'est quand même quand on lit les hommes mutants avec des organes d'animaux associés à des corps humains. Et en fait, on voit déjà le mot transhumanisme. Alors c'est intéressant à savoir parce que la préface que j'ai faite donc, pour le livre Nouvel ordre mondial aux éditions du Rubicon, et il faut savoir que le mot d'abord transhumanisme a été inventé pour la première fois en 1957 par Julian Huxley, le petit-fils de Thomas, et j'ai apporté, alors les auditeurs ne peuvent pas l'entendre, le voir, mais en tout cas vous pouvez tous les deux le confirmer, j'ai avec moi le livre d'origine de Julian Huxley, New Bottles for New Wine, sorti en 1957, où le premier chapitre d'Huxley est consacré au transhumanisme. Donc le mot transhumanisme, créé en 1957, qui a pour objectif de favoriser l'amélioration des capacités physiques et intellectuelles de l'homme, pour faire court. Et ce transhumanisme, c'est en fait l'origine du transhumanisme, c'est le mot golem. Le mot golem qui exprime, alors ça vient à l'origine au XVIIe ou XVIe siècle, pardon, d'un rabbin de la République tchèque actuelle qui s'appelait le rabbin Leuve, qui avait créé un golem, c'est-à-dire une sorte d'être humain fait de terre et d'argile, et qui, sous l'influence de la magie de la Kabbale qui veut dire la transmission, qui est le principe mystique du Talmud qui est le code civil et politique du monde juif depuis 2000 ans, ce rabbin Leuve a créé ce qu'on appelle la parodie d'Adam. C'est le propre d'ailleurs de la synagogue, de vouloir parodier la création par rapport au catholicisme. Et le golem, c'est la parodie d'Adam, mais en moins bien. Et le transhumanisme, c'est la version, entre guillemets, moderne, avec une autre désignation du mot golem, donc créé par le rabbin Leuve. Très intéressant de savoir une chose, c'est que ce mot golem, indirectement, les auditeurs connaissent le phénomène. C'est le passage d'un corps, d'un état à un autre. Et on voit ce mot golem avec, par exemple, les bandes dessinées. Tous les bandes dessinées Marvel, tous les X-Men, Hulk,
Spider-Man et compagnie sont en fait des golems. Dark Vador est un golem. Alors, il a comment dire, quand on voit le Dark Vador dans les films, il ressemble énormément à cette fameuse statue. Alors, Golem de Prague, qu'on appelle l'homme de fer, l'Iron Man, qui a été fait donc qui est à Prague, qui a été fait sculpté à la fin du 19e siècle par un sculpteur qui s'appelait Ladislas Saloun. Et chose très intéressante, cette statue Iron Man, qui raconte l'histoire d'un homme à qui on jette un sort, qui est passé d'un homme normalement constitué à une statue de fer, telle qu'on la voit à Prague, a été faite par Ladislas Saloun, qui est lui-même l'auteur, outre de cette statue, de la statue du rabbin Leuve, mais aussi la statue du premier grand réformateur avant Luther et Calvin, qui a été brûlé d'ailleurs en 1415, Jean Hus, qui en fait du protestantisme avant l'heure, et qui voulait la démocratisation de l'Église. En fait, c'est Vatican II avant l'heure. Et c'est intéressant de savoir que ce Ladislas Saloun est l'auteur de ces 3 statues. Et donc, il y a donc un fond philosophique, spirituel bien marqué. Et la chose que je n'ai jamais pu découvrir, c'est certes le sculpteur, c'est Ladislas Saloun, mais qui a demandé et qui a payé et demandé, passer la commande de tout ça. Ça, je n'ai pas encore trouvé. Et à mon avis, ceux qui sont à l'origine de ces commandes-là, à mon avis, ça doit être un groupe bien spécifique. Mais bien entendu, n'ayant pas la preuve absolue, il n'est pas possible d'aller plus loin, sous risque de tomber sous le couperet de la loi pour propos malséants. Donc voilà, bien comprendre que Wells, et c'est ce que j'ai raconté dans cette préface, j'ai bien voulu préciser que Wells n'est que le énième porte-parole d'une longue tradition ésotérique, baignée de gnose, de protestantisme, mais aussi de kabbale et de Talmud, avec le protestantisme et aussi le noachisme, qui est la religion pour les non-juifs élaborée par le Talmud. Et quand on lit le livre « Le Nouvel Ordre Mondial », sorti à l'origine en janvier 1940 de Wells, c'est très intéressant de voir essentiellement 2 choses. Donc certes, la volonté de créer un État mondial, collectiviste, une humanité unie, avec des problèmes de rivalité. C'est l'importance de ce livre qui est extrêmement actuel, rivalité avec le monde russe, car il dit en janvier 1940 que le collectivisme du monde russe est à soutenir et à développer, mais nous n'arrivons pas à nous entendre avec le monde russe de Staline. Il admirait énormément Lénine, il l'écrit lui-même, et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que ce qu'il raconte, c'est exactement les problèmes de rivalité actuellement en 2018 entre l'Occident, le monde anglo-saxon pour faire court, et le monde russe de Poutine, pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Et les problèmes qu'il évoque en 1940, ce sont les mêmes aujourd'hui, avec des noms différents. Oui, parce qu'il a été très proche, il a été un compagnon de route du bolchevisme très très tôt, en fait. La révolution russe, on peut le rappeler, je pense aux auditeurs sans leur faire un jeu, mais bon, la révolution a lieu donc en octobre 1917. Et Wells, dès les premières années, dès 1918 ou 1919, je crois, peut-être 1920, mais dans les premières années en fait qui suivent la Révolution, il est l'un des rares auteurs occidentaux à aller en Russie, qui deviendra donc en 1922 l'URSS, et donc à adhérer d'une façon ou d'une autre au communisme. Alors, ça arrive de temps en temps sur certaines de ses biographies. Certains de ses biographes disent oui, mais en fait, bon, il s'est fait manipuler. Après, il est revenu un petit peu en arrière sur l'adhésion qu'il a pu exprimer au bolchevisme. Globalement, il n'y a jamais eu de condamnation en tant que telle. Ah non, pas dans le Nouvel Ordre Mondial. Dans le Nouvel Ordre Mondial, c'est d'ailleurs tellement explicite qu'on le met en 4e de couverture. Je vais lire la petite citation, c'est la 4e. Plutôt que de faire un résumé, c'était tellement explicite qu'on a choisi de mettre celle-là. Il dit, donc en 1940, âgé, « Nous devons réaliser qu'une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l'échec. La tâche du pacifiste qui désire vraiment un nouveau monde de paix consiste en une révolution profonde, non seulement politique mais aussi sociale, plus profonde encore que celle entreprise par les communistes en Russie. La révolution russe a échoué, non par son extrémisme, mais par son impatience, sa violence et l'intolérance de ses débuts, du fait d'un manque de vision à long terme et d'insuffisance
intellectuelle. La révolution cosmopolite pour un collectivisme mondial, qui est la seule alternative au chaos et à la dégénérescence de l'humanité, doit aller bien plus loin que la révolution russe. Elle se doit d'être plus minutieuse et mieux conçue, et son accomplissement requiert un objectif bien plus héroïque et inébranlable. C'est-à-dire qu'il considère que la révolution bolchevique a été une sorte de brouillon, mais qu'il faudrait reproduire en la perfectionnant, mais il ne la remet pas du tout en cause dans ses fondements. Non, mais je pense que c'est au niveau de certains de ses biographes, c'est vrai que c'est plus une gêne sur cet engagement qu'un reflet de la réalité exacte, ça c'est clair. Vous savez, des personnes qui, devant la réalité, font tout pour la dissimuler. Quelquefois, je cite cet exemple parce que pour la préface, j'ai eu je ne vais pas dire un malin plaisir, mais enfin une volonté quand même de l'écrire, de rappeler que Charles de Gaulle, qui est porté au pinacle comme le grand patriote, eh bien, le 16 juin 1940, lisait à Paul Reynaud un texte écrit de la main de Jean Monnet, l'agent américain, pour lancer une union franco-britannique. Et la chose ne va pas se faire puisque Paul Reynaud est destitué le soir même, c'est Pétain qui prend la suite. Donc il est toujours bon de rappeler certaines choses. Les gaullistes qui portent de Gaulle au pinacle, non. Je ne sais plus je crois que c'est le cardinal de Bernis qui disait il faut tout calculer, ne pas tout craindre. Donc il faut tout voir et tant pis s'il y a des choses désagréables, même pour certains comme pour A.G. Wells qui refuse d'admettre certaines choses. A.G. Wells, d'ailleurs il le dit dans son livre Le Nouvel Ordre Mondial, il a rencontré Lénine avec qui il a sympathisé et qu'il a apprécié. Concernant Staline, il considère Staline comme quelqu'un d'honnête dans son collectivisme, mais tout en n'allant pas jusqu'au bout. Et malgré tout, il ne l'apprécie pas. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant, il utilise l'expression les deux antagonismes entre le collectivisme russe soviétique et le collectivisme occidental qu'il voudrait mettre en place. Ces deux collectivismes se heurtent. Et chose très intéressante, il met sur le même plan le New Deal de Roosevelt avec les plans quinquennaux de Staline, en disant que c'est la même chose, c'est le même programme, et c'est le socialisme corporatif. Et c'est Anthony Sutton, cet universitaire anglais, enfin naturalisé américain, dans son livre sur Wall Street et les bolcheviks, qui prouve aussi les liens profonds entre l'international communiste et la City de Londres et Wall Street. C'est la même famille, mais avec des rivalités internes d'ordre économique, financière, et un autre élément qui joue, et qui est capital, et que Wells cite dans 3 chapitres, il y en a 12 dans ce livre, les problèmes entre ce nouvel ordre mondial et, parmi les 4 religions qu'il cite, l'islam, le catholicisme, le judaïsme et les fondamentalistes américains, il y a une religion qui les enquiquine, pour ne pas dire plus, les emmerde, c'est le catholicisme. Et il y a 3 chapitres où il désigne le catholicisme qui est l'ennemi premier du nouvel ordre mondial. On pourra d'ailleurs noter qu'il le fait de manière particulièrement haineuse, là où il fait tout un discours sur la scientificité, la raison, une espèce, on va dire, de pacification des mœurs, de la tempérance, mais sur le catholicisme, il a des propos qui sont en effet extrêmement virulents. Ouais. Non, mais c'est pas, en effet. Alors après, ce qui est intéressant, généralement, il est considéré en effet aussi comme un des pères de la science-fiction. C'est vrai que globalement, cette notion, ce que vous disiez là, Pierre, il y a 5 minutes sur le transhumanisme est intéressant, parce que c'est vrai qu'un mot généralement prend en fait toute sa signification. Les mots peuvent être créés bien avant en fait la réalité en fait de leur existence. Simplement, ils ne vont avoir du succès que lorsqu'en effet, ils permettent de désigner exactement ce qui se passe. On peut penser par exemple au mot international, fondé par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Le mot, en effet, acquiert un succès au moment, en effet, où il correspond à la réalité des choses. Le transhumanisme, ça fait quoi ? Allez, on va dire une petite dizaine d'années. Que réellement il est utilisé de façon très courante et qu'une partie des opinions publiques arrive à identifier à peu près ce que ça signifie. En effet, le mot en tant que tel n'est pas nouveau. Oui, excusez-moi, un concept peut être remplacé par un autre en changeant de mot. On avait reçu ici Baptiste Rapin sur la cybernétique, qui nous disait bien que la cybernétique, aujourd'hui, on emploie le mot tous les jours, mais c'est le management. C'est exactement la même chose. Et pour rebondir sur le transhumanisme, il faut revenir aussi. Il y a toute cette époque des années 50 où ils ont découvert les intrications qu'il pouvait y avoir entre la machine et l'homme. Et il faut rappeler que le premier nom qu'avaient les conférences Messi sur la cybernétique, d'ailleurs la cybernétique, je disais hors émission que
Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, a écrit un livre qui s'appelle, comme c'est Baptiste Rapin qui l'écrivait dans son livre, avait écrit Dieu et le golem, et que le golem, il faisait justement allusion au rabbin dont vous parliez tout à l'heure, dans ce livre-là, oui, en tant qu'influence, et que le premier nom des conférences Messie sur la cybernétique qui ont eu lieu à partir de 1946, c'était en 1942, c'était projet Homme-Machine. Donc il y avait déjà un espèce de quelques pistes sur le transhumanisme, mais qui portait un autre nom. Je crois que le mot golem, enfin c'est pas je le crois, mais veut dire masse informe, qu'on retrouve dans la Bible. Alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est le psaume 139,16 qu'on retrouve la référence. Donc en fait c'est un phénomène ancien avec des mots qui changent. Et ce que j'ai voulu montrer en particulier dans la préface pour illustrer ce livre passionnant d'H.G. Wells aux éditions du Rubicon, c'est que ce principe d'eugénisme, transhumanisme, manipulation, etc., pour créer un homme nouveau, on le trouve en particulier dans le nazisme, avec les fameux Lebensborn. Alors il est de bon ton à la télévision, à la radio, de taper sur les nazis en parlant des Lebensborn, en parlant du côté affreux, épouvantable, atroce, etc. Alors, moi, j'ai cité effectivement les Lebensborn comme un prototype de volonté d'amélioration de la race humaine, avec les méthodes scientifiques de l'époque, mais j'ai aussi apporté des preuves que ce n'était pas un principe purement nazi, qui avait été repris en particulier par des scientifiques et des médecins et des spécialistes juifs. En particulier, et j'ai mis la référence dans la préface, le fameux Fertility Institute du docteur Steinberg, juif américain, où il suffit d'aller sur leur site, on peut sélectionner sans problème le sexe de l'enfant et la couleur des yeux. Comme Bienvenue à Gattaca. C'est Bienvenue à Gattaca. Et le phénomène similaire existe dans la Russie de Poutine depuis 2011, dans le cadre, alors je donne les références exactes pour les personnes qui auraient des doutes, qui s'appelle Initiative 2045. C'est dirigé par un russe, alors je dis russe, qui s'appelle Dmitri Itskov, qui travaille aussi avec un autre, lui, juif américain, qui est très en pointe dans tout ce qui est eugénisme et transhumanisme, qui lui s'appelle Raymond Kurzweil. Et c'est très intéressant que ce projet 2045 pour la Russie de Poutine développe le principe donc, de l'amélioration de la race humaine en se référant avec un programme qui s'appelle Avatar et en se référant au film de Cameron du même titre, Avatar. Donc, il y a plusieurs étapes, 2018, 2025, 25, 35, etc., jusqu'en 2045 pour créer un homme nouveau. Donc en fait, c'est un phénomène qui est propre au monde nazi. Et puis ça s'est terminé en 1945 avec leur défaite, mais ça a été repris par les anglo-saxons et souvent des juifs, mais aussi par le monde russe. Et le monde russe, dans le domaine de l'eugénisme et du transhumanisme, est en pointe aussi. Et ils coopèrent entre eux. Alors, sachant que là aussi, il y a eu des changements de nom, c'est-à-dire que quand je faisais des recherches sur l'Institut Tavistock, j'avais trouvé une photo sur Internet qui montrait le changement de nom d'un numéro à l'autre de l'Eugenics Quarterly, le trimestriel de l'eugénisme. C'est devenu tout d'un coup la biologie sociale. Voilà. Oui, il suffit de changer le nom et puis voilà, ça fait on escamote. D'accord. Donc, ce livre s'inscrit donc dans la continuité du coup d'une vision et d'un engagement de Wells. Par contre, évidemment, ce qui est quand même intéressant du point de vue des éditions du Rubicon, c'est le fait que ce livre est un inédit, qui n'a jamais été traduit en français. Et donc, les éditions du Rubicon, ça sera quand même pas une offense de dire que ce sont des petites maisons d'édition militantes. Comment est-ce courageuses. Et courageuses. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre la main dessus? C'est tout simple, c'est que pour publier un auteur décédé, il faut attendre, sans avoir à demander l'accord de la famille ou autre, il faut attendre 70 ans après sa mort. Wells est mort en 1946. Donc dès 2017, il tombait dans le domaine public. Et vu que j'avais le livre en vue depuis quelques années quand même, déjà à l'époque où j'avais travaillé pour le Retour aux sources, là j'ai attendu que 2017 arrive et pour saisir l'occasion. J'ai bien vérifié plusieurs fois qu'il n'avait jamais été publié. Je me suis dit quand même, vu le nom, ça devrait être fait. Et ça n'avait jamais été fait, donc on a saisi l'occasion, on l'a lu.
Et on a proposé à Pierre, puisqu'il était tout indiqué, pour le préfacer. Ouais. Et vraiment, je me suis forcé. Hein. Oui, ça a été pénible. Mais, alors, le fait que le livre n'ait pas été traduit en tant que tel, on peut y voir une explication assez simple. Hein, c'est que finalement, lorsqu'on regarde l'édition française en général, c'est vrai que la proportion de traduction est finalement assez faible. Même pour de grands auteurs, enfin des auteurs connus. Alors Wells a eu quand même quelques bouquins traduits, et le titre, mais rien qu'en termes d'histoire des idées ou en termes de géopolitique, aurait dû être traduit. Je veux dire, le titre, on n'a pas changé de titre. En anglais, c'est New World Order. Je pense surtout qu'il y a une espèce de verrou mental de la part sûrement des éditeurs, qui vont se dire, oui, le titre Nouvel Ordre Mondial, ça doit faire complotiste, mais c'est complètement anachronique, puisque c'est H.G. Wells qui écrit lui-même ce propre titre-là. Oui, puis le Nouvel Ordre Mondial, l'expression, alors Pierre va pouvoir nous donner encore une autre vision, mais pour moi, en étant un tout petit praticien de l'histoire, le Nouvel Ordre Mondial, c'est Wilson, hein. À ma connaissance, le premier président des États-Unis à l'utiliser, c'est Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, l'expression Nouvel Ordre Mondial a été inventée, à ma connaissance, la première fois en 1914 par H.G. Wells dans son livre La Destruction libératrice, qui a été donc son livre sorti en 1914 et réédité aux éditions Gramma, une maison d'édition bruxelloise sortie en 1997, je crois, et qui raconte l'histoire d'une guerre mondiale violente. Et suite à cette guerre mondiale, les dirigeants survivants se mettent autour d'une table pour mettre en place ce nouvel ordre mondial instaurant une république mondiale dans le texte. Et effectivement, il faut voir que vous citiez Wilson. Wilson va être l'employé, parce qu'il ne faut jamais oublier que les hommes politiques, peu importe le parti politique, et actuellement que ce soit Trump, Merkel, May, Theresa May et puis Macron ne sont que des employés d'oligarchie, mais d'oligarchie qui entre elles se tapent entre elles. L'État profond n'est pas un bloc. Il y a des rivalités internes, comme le monde juif n'est pas un bloc. Il y a des factions juives qui se tapent entre elles et méchamment. Et Wilson appartenait à une branche, la branche président Wilson, la branche internationaliste, globaliste, qui voulait instaurer une gouvernance mondiale. Et pour cela, il faut citer en particulier un Américain, le colonel House, qui était l'éminence grise du président Wilson et qui va jouer un rôle déterminant pour la création entre autres de la SDN. Et quand je dis qu'il faut bien comprendre que l'État profond, il y a des rivalités internes, la faction qui soutenait Wilson, colonel House, il y a d'autres factions qui s'opposaient à la création de la SDN, qui était vue par certains comme une mainmise de l'Empire britannique pour récupérer les États-Unis suite à l'indépendance américaine en 1776, enfin 1783, après. Bon. Et moi, je me souviens, quand j'étais en seconde, première, terminale, on nous disait toujours que les États-Unis n'avaient pas ratifié leur adhésion à la SDN. Mais on ne dit jamais, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des sénateurs américains, et il y a un nom qui m'échappe malheureusement, mais c'est dans mon livre Atlas du mondialisme, qui se sont opposés à l'adhésion des États-Unis à la SDN. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, je crois que c'était l'article 10, qui stipulait que tout État membre adhérent de la SDN et qui était attaqué devait être protégé par tous les autres États membres de la SDN. Et les États-Unis et cette frange américaine, politique, de l'État profond, disait mais si ces intérêts des États-Unis, si les États-Unis ne sont pas concernés par les problèmes de cet État, on va engager nos hommes pour rien, donc non, on doit rester à l'écart. Et donc cette frange-là a réussi à faire plier l'autre branche mondialiste, celle incarnée par Wilson et Colonel House. Donc bien comprendre que ces rivalités internes au temps de Wilson existent toujours à notre époque, et Trump fait partie d'une branche mondialiste, et en particulier, je le cite dans la préface, Trump se définit, et c'était en avril 2017, je vous donne la référence, un journal important, c'était dans le Wall Street Journal, comme nationaliste et globaliste. C'est-à-dire qu'il veut que les États-Unis pèsent lourd dans un cadre unifié, et non pas la méthode Obama-Bush où les États-Unis sont les premiers dans un monde unipolaire. Et en cela, Trump se rapprocherait plus du mondialisme, alors ça je vais choquer certains, de Poutine, qui lui est un mondialiste planétarien qui veut
un nouvel ordre mondial, comme il l'a dit en 2014 lors de son discours de Valdai, où il dit dans son discours « Je suis pour le nouvel ordre mondial politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, mais avec une répartition des intérêts de chacun respectée. » Et Trump semblerait, je dis bien avec beaucoup de prudence, en disant qu'il est nationaliste et globaliste, se rapprocher de la vision mondialiste planétarienne de Poutine, à la différence des néoconservateurs qui, eux, veulent tout le gâteau pour eux, en sachant que le milieu néoconservateur, c'est un milieu essentiellement juif, style Richard Perle, Paul Wolfowitz, etc. Donc ce sont des rivalités, des guerres internes. C'est vrai qu'après, bon, vous citez le nom de Bush, par exemple. C'est vrai que l'expression, ensuite, elle a fait florès de nouveau au début des années 90, après la chute du mur et la disparition de l'URSS, lorsqu'en effet, elle a été utilisée de façon assez massive par le gouvernement des États-Unis, qui à l'époque était donc dirigé par Bush père. Et Sarkozy aussi a utilisé l'expression nouvel ordre mondial en 2008-2009. Vous pouvez voir la vidéo lorsqu'il présente ses vœux devant les ambassadeurs, où il dit que rien ne pourra arrêter la mise en forme ou la mise en place du nouvel ordre mondial. Voilà. Ils ont tous le discours de Macron il y a quelques semaines aux États-Unis. Il ne parle pas de nouvel ordre mondial, mais il parle d'un ordre mondial. Je crois que c'est l'expression. Il ne dit pas nouvel ordre, il dit un ordre mondial. Mais ça ne l'a pas empêché de saluer ensuite d'une tribune avec Trump la foule en faisant des deux mains le signe, vous savez, satanique avec l'index et l'auriculaire des deux mains. Et c'était sur le site de la Maison-Blanche. Mais vraiment, souriez, vous êtes filmé. C'était bon. Parce que il faut bien comprendre, quand on lit Wells, en particulier dans donc, ce nouvel ordre mondial, aux éditions du Rubicon, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a des raisons économiques, des raisons financières, mais des raisons spirituelles. Et H.G. Wells n'est que l'héritier d'un long courant ésotérique, philosophique, où se mêle, je vous dis, à la fois protestantisme, la Kabbale, le noachisme. Et il y a une chose aussi que j'ai faite, et j'avoue que je suis content d'avoir trouvé cette information, parce qu'il m'a été possible de prouver d'une certaine manière que les mots AMUX qui nous accablent aujourd'hui en France et en Europe, parce qu'on est français mais aussi européen, c'est que ces mots sont la technocratie, et l'immigration extra-européenne. Et en fait, Wells défend l'immigration, défend la technocratie, mais il ne fait que reprendre un programme qui avait été déjà présenté dans le cadre de la Révolution française. Et ça, il faut que les auditeurs comprennent bien une chose. Tous les révolutionnaires, que ce soit les montagnards girondins, voulaient l'abolition de ce qui est la France et de ses traditions. Simplement, vous avez là aussi différentes factions qui allaient plus ou moins vite dans le programme. Je fais cette petite incise. Lorsqu'en Napoléon Ier est battu à Waterloo, Fouché et Talleyrand reviennent au pouvoir. Fouché et Talleyrand voulaient la République. Mais la différence, c'est que Fouché était certes intelligent, mais était moins fin que Talleyrand, qui était une vraie canaille, le diable boiteux. Et Fouché, à un moment donné, dit à Talleyrand, il veut la République. Et Talleyrand lui dit, pas tout de suite, Fouché. Pas tout de suite. Vous allez trop vite. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre. Mais il y a un processus, il faut aller par étapes. Et donc, on a ce phénomène dans la Révolution française. Vous avez différents clans qui veulent la même chose, mais certains veulent aller plus rapidement que d'autres. Et parmi ces révolutionnaires, j'ai pu montrer le lien familial, si je puis dire, entre un révolutionnaire français et H.G. Wells. Ce révolutionnaire français, c'est Klotz, Anarchadis Klotz. Et en particulier, j'ai lu ses ouvrages, les originaux scannés de 1792 pour la République universelle, qui est la méthode 18e siècle pour dire gouvernance mondiale, et son petit livre d'une quarantaine de pages de 1793, il est guillotiné en 94, La République du genre humain, et de montrer que ce qui raconte à cette période-là correspond à l'esprit de Wells. Wells ne fait que reprendre un projet déjà défendu par les révolutionnaires français, qui eux-mêmes ne font que reprendre des propos venant directement de la Kabbale. Et je vous cite un exemple. Lorsque Robespierre, en 1794, lance le culte de l'être suprême, c'est une sorte de religion déiste. Mais quand on a lu Gershom Scholem, et je l'ai lu, j'ai quasiment lu tous ses livres, on se rend compte que l'être suprême, dans la Kabbale, s'appelle l'Ensof, c'est le Dieu infini, voilà. Et donc, en fait, c'est une judaïsation, ces phénomènes religieux. Et Klotz, dans son livre, dans La République universelle, parle de créer un monde unifié, République universelle, avec des blocs continentaux, l'Europe il dit d'ailleurs, et l'Europe et l'Amérique et l'Asie et l'Afrique, pour créer
Et c'est écrit dans l'original de 1792 qui est sur le site Gallica, pour créer une humanité unifiée, et le terme exact qu'il utilise, une nation unique. Nation unique écrite en lettres capitales, pour vous dire qu'il y tient. Et vous allez voir le lien avec Wells, avec l'aspect technocratique qu'on voit ensuite dans le monde bruxellois, de l'Union européenne. Vous avez la Révolution française en 1789, et j'ai présenté cette carte dans mon livre Atlas du mondialisme, qui a présenté une carte en département de la France, mais en carré, en damier. Le côté technocratique où l'homme est indifférencié, qu'il habite Brest, qu'il habite Montferrand, Strasbourg ou Ploudalmézeau, Daoulas en Bretagne. Et pour des raisons de pratique, ils ont dû rogner ces carrés parce qu'il y a les rivières, les fleuves, les montagnes. Mais les départements sont des créations territoriales artificielles qui n'ont rien à voir. Bon, mais donc créer un homme déraciné. Dans La République du genre humain de 1793, Klotz reprend ce principe de cette France en damier pour dire que le monde doit être unifié et divisé, je cite son expression, en 1000 cases départementales. Donc c'est le même principe de la France, on élargit le même principe à l'échelle planétaire pour créer une humanité indifférenciée, interchangeable. Et dans ce livre de 1793, on voit tous les prémices de l'immigration. Car il dit qu'il faut, il dit le persan, le chinois, le cafre c'est le noir, l'arménien, le fait de dire le mot étranger doit nous faire rougir. C'est très intéressant. Donc une humanité mélangée, bigarrée, cosmopolite, déracinée. Et dans un cadre technocratique en carré, ou en tout cas se rapprochant d'un truc, en tout cas où il n'y a plus de référents historiques, traditionnels, comme la province. Bon. Eh bien, ce principe défendu par Klotz, qui ne fait que reprendre des projets anciens, ça a été repris dans le livre de H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial, quand il dit, et là je vais le citer exactement, et malheureusement j'ai tourné la page, voilà, j'ai trouvé la page, je cite la note de page 21 que j'ai écrite pour le bouquin de Wells. Cette reconnaissance donc d'un monde bigarré, cosmopolite, etc., lancée par Klotz en faveur donc d'un mélange des peuples issus de civilisations et de mœurs diverses, est un appel à l'immigration et tôt ou tard à un déracinement de toutes les populations de la Terre. Dans cette filiation philosophico-ésotérique, on retrouve cet état d'esprit chez Wells lorsqu'il affirme dans le chapitre 12 donc, du Nouvel Ordre Mondial, intitulé le chapitre 12 « Ordre mondial en devenir », la nécessité de déplacer des pans entiers de population en fonction d'intérêts économiques au sein de la gouvernance mondiale. Ouvrez guillemets, Wells écrit ceci en 1940, « Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée selon les aléas des besoins changeants de la production économique. » Eh bien, mesdames et messieurs, vous qui écoutez cette émission, comprenez que cette vision technocratique, on la retrouve déjà dans la Révolution française avec la France en damier pour créer des gens indifférenciés qu'on déplace, volonté de créer un monde unifié en 1000 cases départementales qu'on déplace sans problème, donc on mélange les populations, et Wells ne fait que reprendre ce projet qu'on retrouve actuellement dans l'Union européenne, avec volonté de casser les États et de mettre en place des eurorégions, qui sont des blocs régionaux de part et d'autre des frontières devenues défuntes pour créer des blocs régionaux comme Alsace-Pays de Bade. Et ce phénomène d'eurorégion en Europe, on le retrouve pareil aux États-Unis, ou dans l'Atlas du mondialisme en particulier, je montre que dès les années 30, il y a la volonté de créer des blocs régionaux. Les États-Unis, c'est 50 États fédérés, Texas, Floride, etc. Et dès les années 30, il y a la volonté de créer soit 9, soit 10, soit 12 États fédérés, mais des blocs vraiment complètement artificiels appelés départements. Des années 30. Et le dernier programme est sorti en 2016. Aux États-Unis, ils sont divisés en 7 blocs. Donc on voit toujours cet aspect technocratique. Mais cet aspect technocratique, il a des racines, lui pas déracinées, mais des racines vraiment d'ordre philosophico-technocratique, lancé par Wells, qui lui-même reprenait des projets autrefois lancés par la Révolution française. En fait, ces gens-là sont des traditionalistes dans leur sens, puisqu'ils ont un projet, créer une humanité indifférenciée, déracinée, technocratique, en 1000 cases départementales. Il faut quand même l'écrire. Hein. Et tout ça en liaison avec quoi? La synagogue talmudique, pour créer une humanité indifférenciée baignée par une seule religion, le noachisme,
avec la synagogue dont l'objectif final, c'est de faire du peuple juif le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, encadré par les lois noachides. Et donc, on est en plein dans ce processus qui est un projet très ancien. Et Wells, dans son livre donc, Nouvel ordre mondial, ne fait que reprendre et expliquer l'idéal à atteindre, les difficultés rencontrées avec le concurrent russe qui défend le même projet, mais ce sont des rivalités une guerre entre Belzébuth et Satan. Et chose très intéressante, je m'appuie en particulier sur un autre, frère spirituel de H.G. Wells, qui est Richard de Coudenhove-Kalergi, qui en 1925, j'ai l'original en allemand, je l'ai lu dans l'original, a écrit un bouquin qui s'appelle Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, où il dit que ce soit le communisme ou le capitalisme, le communisme pour le monde russe, l'Occident, le capitalisme, on retrouve les mêmes leaders de ces deux mondes dans quelle communauté? Il écrit en toutes lettres, dans le judaïsme. Et le problème, dit-il, ce sont des rivalités et des guerres internes entre factions juives au nom du peuple russe, au nom du peuple américain ou monde anglo-saxon, mais en fait, ce ne sont que des papiers d'emballage. En fait, ce sont des guerres entre factions juives. Alors, est-ce que parce que bon, Anarchasis, c'est des auteurs quand même qui à un moment avaient disparu. Anarchasis Claude, c'est vrai on voit ces ouvrages de nouveau traduits, si je ne m'abuse, à partir des années 70. Par exemple, je pense aux éditions Lebovici, qui ensuite sont devenues Ivrea. Donc un courant plutôt libertaire, parce qu'en effet, il va être considéré comme un des auteurs, on va dire, au fondement de ce courant politique-là. Dans le cas de Coudenhove-Kalergi, bon, il est surtout connu par Pan Europa. Ouais. Est-ce qu'en même temps, alors, on voit bien la filiation et la tradition politico-ésotérique que vous montrez parfaitement, Pierre. Et en même temps, est-ce que pour des personnages comme Coudenhove-Kalergi, qui sont une certaine noblesse européenne aussi du centre de l'Europe des années 1910-1920, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect cosmopolite qui ne vient pas forcément seulement de cette tradition talmudique, mais aussi en fait d'un mode de vie propre à l'aristocratie européenne qui en effet était pour le coup déraciné, on peut le dire, parce qu'en fait il vivait sur une sphère. Aujourd'hui on parlerait de cette hyperclasse mondialisée qui vit en effet hors sol en quelque sorte. On avait aussi un petit peu ça pour cette noblesse du centre de l'Europe. Et d'une façon générale, pour une partie de la noblesse européenne, qui en effet était très largement détachée des contingences nationales, on va dire. Avant de répondre à votre question, un petit ajout, c'est suite à la remarque que vous avez faite concernant Klotz. L'information, je la tiens de deux personnes qui ne se connaissent pas. Je n'ai pas pu vérifier l'information, donc je fais confiance, je serai de vérifier, mais les personnes qui nous écoutent pourront peut-être faire cette vérification. Au sujet de Klotz et la République universelle, j'ai lu l'original scanné sur le site Gallica. Bon. Et il y a un passage que j'ai recopié vraiment avec dévouement, puisque Klotz écrit, noir sur blanc, le rôle déterminant, je cite son expression, des capitalistes hébreux dans les guerres de la Révolution, puisque ces capitalistes hébreux vont nous aider contre les princes allemands, etc., etc. Et il dit que ces capitalistes hébreux tiennent tout, l'armement, la distribution, enfin verrouillent tout, et donc il dit avec eux on va faire du bon boulot. C'est donc sur l'original de 1792. Eh bien ce passage-là, il y a deux personnes qui avaient le bouquin réédité des années 80, 90, 2000, je ne connais pas les dates et je n'ai pas les noms des maisons d'édition, qui m'ont dit que ce passage-là, qui est dans l'original de 1792, il a sauté dans les éditions papier actuelles. Bon, donc ça montre que ça enquiquine et il faut toujours aller à la source. Bon. Pour répondre à votre question au sujet de l'ami Coudenhove, alors déjà, il faut savoir que c'était un Eurasien, de père autrichien. Son père, je crois que c'était Heinrich de Coudenhove-Kalergi, appartenait à la grande noblesse austro-hongroise, mais sa mère était japonaise. Et il est né à Tokyo, Coudenhove. Donc, à la différence déjà de l'aristocratie austro-hongroise, qui avait une vision balkanique des choses, de par ses origines et sa naissance à Tokyo, Coudenhove avait une vision planétaire. Alors, c'est vrai que la noblesse, les noblesses, qu'elles soient austro-hongroises, espagnoles, françaises, allemandes, avaient, de par leur mariage, des visions quand même beaucoup plus larges que le paysan du coin, sans vouloir être péjoratif.
Il n'empêche qu'il y avait un patriotisme. Je pense déjà, ne serait-ce que les rois de France. Les rois de France, 9 cas sur 10, épousaient des princesses étrangères. Et il n'empêche que les enfants qui naissaient de ces unions défendaient la France, plus ou moins habilement, parce que les rois de France ont été plus ou moins à la hauteur. Il ne faut pas non plus se voiler la face, même si je suis royaliste convaincu. Saint-Louis était quand même mieux que Louis XV. Hein, bon. Mais il n'empêche que la diversité n'empêchait pas l'enracinement. Et on peut dire aussi que ces monarchies et ces aristocraties de l'époque se faisaient la guerre, etc. Mais il n'y avait pas, ou moins en tout cas, ces guerres acharnées où on lançait des peuples entiers contre d'autres peuples, comme en 14-18 ou en 39-45. On restait entre gens de bonne famille, on se tape entre nous, on ne se permet pas n'importe quoi, parce qu'on est bien élevé, il y a une certaine tenue. Il y a aussi les lois de l'Église, alors ça remonte à plusieurs siècles, on ne se battait pas. Lorsque par exemple Philippe Auguste a dû se battre à Bouvines, je crois que c'est le 27 juillet 1214, je crois que c'était un dimanche. Normalement, impossible de faire la guerre le dimanche. Mais il a eu une dispense de la part du pape, puisque le pape se rendait compte que les ennemis du roi de France voulaient la guerre à tout prix. Et donc on voit, il y avait encore un art de la guerre, on ne faisait pas n'importe quoi, on respectait. Donc la diversité des liens matrimoniaux n'empêchait pas malgré tout une défense des intérêts en règle générale. Je vais vous dire une chose, regardez nos hommes politiques. En règle générale, ils sont, je pense à Macron, Sarkozy, Hollande, Chirac, ils sont officiellement bien du cru, bien français. Sarkozy, par exemple. Bon, mais n'empêche, pour trahir les intérêts du pays, il n'y a pas mieux qu'eux. Quand on voit un Macron qui va recevoir au mois de mai prochain, mai 2018, le prix Charlemagne, qui est la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, je rappelle que celui qui a reçu le premier prix Charlemagne en 1950, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi. L'ont reçu Jean Monnet, Churchill, Tony Blair, Giscard d'Estaing, Angela Merkel et Clinton en 2000. Comme c'est curieux. Et Henry Kissinger aussi. Et il y a eu 2 papes qui l'ont reçu. En 2004, c'est Jean-Paul II. Et en 2016 ou 2017, c'est ce qu'on appelle le pape François. Donc, c'est révélateur de voir que ces prix ont été donnés à des soit de bons Français, soit de bons Allemands, soit de bons Italiens, mais qui en fait trahissent les intérêts de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Angela Merkel trahit les intérêts de l'Allemagne. Quand elle fait venir plus d'1 million d'immigrés en Allemagne, c'est comment tuer l'Allemagne, on fait venir 1 million d'immigrés. Mais là aussi, il faut comprendre, que ce soit pour l'Allemagne, pour la France, l'Italie, ce courant migratoire est dû à une volonté d'ordre philosophique de détruire un terroir, une maison propre à l'Italie, une maison propre à l'Espagne, qu'on retrouve dans les ferments de la Révolution française. Et n'oubliez jamais que ces ferments mondialistes de la Révolution française ont été répandus par qui ? Par Napoléon Ier, qui a répandu la vérole dans tous les États de l'Europe. Et l'Angleterre était déjà marquée, mais elle, depuis le XVIIe siècle, avec la bascule du monde juif des Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies, avec Menasseh ben Israël et, comment il s'appelle, Cromwell. Et donc le monde juif a intégré le monde anglo-saxon, et que le monde anglo-saxon est un outil de la synagogue depuis cette époque. Donc il y a déjà l'esprit internationaliste. Et l'Angleterre est un pays, le monde anglo-saxon est un pays, lui aussi, comment dire, quand on sait qu'à Londres, je crois qu'il y a plus de 50% de la population de Londres qui n'est pas blanche. Et je crois que c'est pareil pour Francfort. C'est révélateur. Je vais vous citer un autre exemple, j'ai eu l'occasion de le dire lors de certaines conférences. Les partis dits patriotes, je dis bien dits patriotes, comme le Front National, et quand je dis Front National, que ce soit Marine Le Pen ou l'ancienne version avec Jean-Marie, ils se disent patriotes, mais ils ne sont jamais foutus, quand ils parlent de l'immigration, de parler de l'élément clé et scientifique qui permet, et Marine Le Pen s'est bien gardée de le faire devant Macron lors du débat présidentiel, avec le fameux test de la drépanocytose. Vous avez le site officiel. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche les globules rouges, et il est écrit en toutes lettres que cela touche quel type de population? Les Esquimaux, non. Les Malgaches, non. Les Coréens, non. Cela touche les populations d'Afrique du Nord et les populations subsahariennes. En début du fait que les races n'existent pas. Voilà, c'est curieux. Hein. Vous êtes un peu ironique, Thibault. Mais
bien comprendre que et on a les chiffres, les derniers chiffres de l'année 2016, en sachant que donc c'est l'AFD-PHE, c'est l'Association française de dépistage et de prévention des handicaps de l'enfant, qui travaille main dans la main avec le ministère de la Santé, qui publie chaque année un rapport pour la France métropolitaine, région par région, pour les DOM-TOM. Alors par exemple, Mayotte, c'est 100% des naissances à avoir le test, c'est étonnant. Mais quand vous savez que, par exemple, pour l'année 2016, la France, il y a eu presque, chiffre arrondi, 40% des naissances en France à avoir ce test. C'est-à-dire que 40% des naissances... Dès qu'il y a un soupçon, en fait, de possibilité que la maladie soit transmise par un des deux parents, et c'est fait. Le test est réalisé. Et je rappelle que presque 75% des naissances en Île-de-France sont noires et arabes. 9% pour la Bretagne. Pourquoi un Jean-Marie Le Pen ne parle jamais de ça ? Pourquoi Marine Le Pen n'en parle jamais? C'est scientifique. Ils font d'ailleurs ce test néonatal pour 5 maladies, dont la mucoviscidose. Pourquoi ces partis dits patriotes, qui en fait ne le sont pas, puisque ce sont des partis républicains, je rappelle, on ne peut pas s'en sortir, nous Français, avec un Front National, et quand je dis Front National, peu importe son nom d'ailleurs, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, si on reste fidèle aux principes de 89, qui par définition sont anti-France, technocratique, anticatholique et d'esprit mondialiste. Klotz le prouve par lui-même. Et donc on ne peut pas espérer un renouveau de la France en restant fidèle au principe de 89 qui la tue. Et le Front National, il a rendu service au système pour créer un épouvantail et permettre des élections de Chirac en 2002 et puis ensuite de Macron avec ses 65 ou 66% des voix face à Marine Le Pen. Front National est un outil, mais ce n'est pas un élément qui va sauver la France. Pareil pour la nièce Marion, hein, parce que ce sont des républicains et avec une mentalité libérale. Oui, on renverra comme les auditeurs au discours pour le coup de Marion Maréchal Le Pen aux États-Unis. Où il y a quand même un certain nombre de choses, d'éléments qui montrent là aussi une orientation. Si on revient sur le livre, donc c'est à la fois une analyse, c'est vrai, de la situation donc, au début de la guerre, d'accord, on est en 1940. Quelle prise en compte fait Wells du contexte quand même de 1940 ? La guerre a éclaté, en tout cas en Europe depuis 1 an, en Asie à ce moment-là depuis 3 ans. On a un accord germano-soviétique qui, à ce moment-là, anesthésie en partie l'Europe orientale au niveau du conflit. Quel regard est-ce qu'il porte sur cette guerre qui a déjà éclaté à ce moment-là ? Alors déjà, savoir que le livre est sorti en janvier 1940, donc le livre a été écrit pour l'essentiel en 1939. Déjà ça. Donc on est en plein dans la période de la drôle de guerre. Donc on est encore loin de Dunkerque, mai-juin 40. Là aussi, c'est à quelques mois près. Est-ce que Wells aurait écrit la même chose Enfin, en tout cas, sur le fond, oui, ça c'est sûr. Mais la relation avec le monde russe, en sachant que le monde russe était allié à l'Allemagne nazie. Alors, la marotte, c'est le mot que j'utiliserai pour Wells, c'est son obsession russe. Il le dit, il le répète sur plusieurs chapitres, nous devons nous entendre avec le monde russe, soit en limitant, mais il n'apprécie pas toujours le modèle sur certains aspects, soit en faisant mieux qu'eux, et toujours dans le but d'aboutir, il cite son expression, l'expression de Wells, à une entente mondiale avec les Russes. Et c'est très intéressant parce que ce parallèle, c'est le même avec, par exemple, le monde américain. Je cite entre autres un haut diplomate américain qui, en avril 2014, donc 1 mois après l'annexion de la Crimée par Poutine, il s'appelle toujours, il n'est pas mort, Christopher Hill, H-I-2-L, dit que le nouvel ordre mondial est mort avec Poutine car il ne veut pas intégrer le nouvel ordre mondial des instances euro-atlantiques. Et en fait, c'est la même. Il dit on partage le même but, mais on n'arrive pas à s'entendre avec la partie adverse. Et c'est ce que dit et répète Wells dans différents chapitres. Et je cite, d'ailleurs, j'ai terminé la préface par cette citation de Wells. Je cite, donc là c'est moi d'abord qui parle, les problèmes de notre temps sont similaires à ceux évoqués par G. Wells en 1940, dont les propos prennent une tonalité particulière, là je cite Wells, et la question véritablement fondamentale qui se posera pour le monde sera de savoir si nous suivrons la Russie ou si nous nous rassemblerons pour faire face ensemble à la grave logique de la nécessité et alors réaliser une révolution occidentale qui bénéficiera de l'expérience russe, réagira en fonction de la Russie
et mènera enfin à une entente mondiale. L'importance du monde russe. Et c'est peut-être l'élément le plus difficile à faire comprendre, c'est que, en plus des intérêts économiques, financiers et de partage des intérêts, il y a un aspect messianique dans l'histoire. Vous avez une bagarre à mort dans les années 20 entre Staline et Trotsky. Trotsky-Bronstein. Et Anthony Sutton a parfaitement prouvé et apporté les preuves que Trotsky avait été soutenu par le monde de la finance anglo-américaine, City et Wall Street. Et Trotsky-Bronstein, lui, voulait, en fait, c'était un agent du Talmud de la Kabbale, il voulait une révolution planétaire. Dans son esprit à lui et de ses sbires, c'était créer une révolution sanglante pour aboutir à un ordre nouveau via un chaos. Destruction libératrice, comme aurait dit Wells en 1914, Ordo ab chaos, ou, comme le disent aujourd'hui, enfin depuis un petit moment, la rédemption par le péché, dans le milieu kabbaliste. C'est-à-dire qu'on fait un mal en vue d'aboutir à un mieux. Enfin, c'est bon. Et comment il s'appelle, Trotsky-Bronstein appartenait à cette vision et voulait appliquer. Et d'ailleurs, c'est absolument épouvantable. La haute finance et les milieux spirituels ésotériques anglo-saxons, parce que la haute finance et les milieux ésotériques, ça va ensemble, qui avait donc financé et soutenu Trotsky pour lancer un processus d'une vision messianique incarnée par Trotsky, chose que ne voulait pas Staline. Lui, il avait une vision, il voulait sa révolution, mais en Russie, quitte à créer un glacis protecteur autour de la Russie, c'est ce qu'il va faire en 1945, mais il n'y avait pas cette vision messianiste que j'appelle l'aspect revanchard de la synagogue talmudique que voulait Trotsky, avec en arrière-fond la City et Wall Street. Et en fait, en 1945, la victoire de Staline sur l'armée allemande, l'Allemagne nazie, est un coup d'arrêt à ces visions messianistes voulues à l'origine par la City et Londres, la City de Londres et Wall Street. Et donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer. C'est pas évident à expliquer parce que pour comprendre ces choses-là, il faut d'abord connaître des mots comme Kelipot, Halakha, Haskalah, Galut, etc. Comprendre l'esprit de la Kabbale, il faut avoir lu Gershom Scholem, et parallèlement à ça, il faut connaître l'esprit catholique. Alors, l'esprit catholique, pas Vatican II, évidemment, qui est de la vérole, mais la tradition catholique, et comprendre les oppositions, le principe du messianisme. Voilà. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. En fait, il y a une guerre au sein du monde russe soviétique entre Trotsky et Staline, et c'est Staline qui va avoir la peau. Et je sais que ça a choqué plus d'un. Le monde anglo-saxon, enfin le monde juif anglo-saxon, et d'ailleurs il le dit bien, Koudanov, que les leaders du monde capitaliste se trouvent aussi dans le monde juif anglo-saxon. Ils ont favorisé l'arrivée d'Hitler pour le balancer dans la gueule de Staline. Tu nous as flanqué en 1927 ou 1928 Trotsky à la porte de la Russie soviétique. Bon, on a échoué, on va te balancer un truc dans la gueule, ça va être Hitler. Et manque de peau, c'est Hitler qui a été battu. Il faut comprendre ça, et c'est très dur à comprendre. Hitler a été un outil, quitte à créer un chaos, mais toujours le chaos pour aboutir à un mieux, selon leur vision et raisonnement tordu. Jusqu'en 34-35, c'est la vision qu'a Staline en gros des efforts menés par les puissances occidentales. C'est-à-dire que jusqu'en 34, il considère quand même Hitler et le nazisme d'une façon générale ne sont finalement que des pantins, en effet, manipulés par la Grande-Bretagne et dans une moindre mesure par la France, mais surtout par la Grande-Bretagne, pour en effet attaquer le système qu'il a mis en place en URSS. On peut rappeler ce qu'on avait déjà vu dans le Quigley. C'est-à-dire que c'est notamment le groupe de Milner qui a permis un réarmement massif de l'Allemagne, qui à l'époque n'avait même pas de quoi se défendre, et qui par, je crois, des textes internationaux, je ne sais plus si c'était avec la SDN, il me semble que oui, avait fait en sorte que la France ne puisse légalement avoir que, je crois, moins de sous-marins, par exemple, que l'Allemagne, mais que de toute façon, nous soyons perdants sur le nombre total. Faut jamais oublier. Ah oui, rebondir sur ce que vous dites là, en lisant avec H.G. Wells. H.G. Wells, grande intelligence, esprit marqué par l'esprit talmudique kabbaliste et ésotérique, mais aussi un fantastique faux cul. Parce qu'il a le culot de dire, d'ailleurs c'est ce que je dis dans la préface, de parler et de dire qu'en gros le monde anglo-saxon ne joue pas de rôle dans les guerres, celles d'avant 14,
En particulier, il dit même la guerre était mourante à la veille de 14, alors qu'on sait que les véritables responsables pour la guerre de 14, et pareil pour la guerre de 40, que les véritables responsables du monde de la guerre, ce sont les élites anglo-américaines, la City de Londres en priorité. Et là, H.G. Wells, de par son niveau, de sa grande intelligence, de ses contacts avec les élites, qu'il ait le culot d'écrire qu'en gros, ils ne sont pas responsables, alors là, mensonge et honté. Si je peux rebondir là-dessus, l'hypocrisie se situe aussi à un autre niveau. C'est pour ça qu'on peut prendre qu'avec vraiment de la mesure, ce qu'il dit, quand il dit voilà ce qu'on va faire, par exemple pour la jeunesse, pour des gens à plus taper dessus, pour essayer d'arranger les choses, tout aille bien, c'est que au fait il fait appel soi-disant à la science, à la raison, contre les passions des nationalismes, des patriotismes qui critiquent durement. Mais il faut savoir, pour le mettre un peu en perspective, que H.G. Wells était aussi un grand ami de Serge Tchakotine. Tchakotine a écrit il a écrit Le viol des foules par la propagande politique en 1939. C'est un pavé qui doit faire plus de 500 pages, il se trouve très facilement. Et Tchakotine lui-même avait dédié son bouquin à deux personnes, c'est à Pavlov et à son ami H.G. Wells, puisqu'ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises. Et donc Tchakotine était un antifasciste, il donnait des exemples de propagande, il la critiquait, et il montrait par-dessus comment refaire une propagande inverse. Et le livre je l'avais lu il y a quelques années, il est vraiment très technique, et s'appuie beaucoup sur la science. Et déjà, Tchakotine disait que on était passé, en termes de manipulation, de l'art à la technique. C'est-à-dire qu'il arrive à une époque, 1939, où il y a eu tous les développements, notamment grâce aux compagnons de la Tavistock et à leurs affiliés comme Kurt Lewin, à la naissance de la psychologie sociale, du behaviorisme, de la psychologie comportementale, et on a pu isoler les réactions humaines. Il fait des très longs développements là-dedans. Et Tchakotine aussi parle d'un État mondial, d'une fédération mondiale, quelque chose d'unique, avec une subordination des nations à des organismes bien supérieurs. Et le mode d'éducation, dans la dernière partie de son livre, il met en avant un mode d'éducation qui reprend typiquement un truc, on dira sûrement de la cabale ou autre chose, hein, j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais des choses typiquement mondialistes. Et en fait, H.G. Wells dit on fait appel à la science et à la raison, mais il était très ami avec Tchakotine, qui lui aussi donnait des éléments pour faire de la manipulation de masse, et de manière très efficace. C'est-à-dire que dans son livre, H.G. Wells dit science et raison, mais il est ami avec un grand manipulateur. C'est comme si quelqu'un de droit était un grand ami de Bernays, par exemple. Ceci dit, oui, un manipulateur, mais qui s'appuie pour le coup sur des critères qui, de leur point de vue, étaient scientifiques. Parce que le behaviorisme a quand même connu une belle carrière dans le domaine de la psychologie. Oui, bien sûr. Puis ensuite, il y a eu des adaptations et puis, qui ont été rendues bien plus pratiques avec toute la nouvelle communication de Palo Alto, l'apparition de la cybernétique, les neurosciences, les sciences cognitives et tout ça. Mais oui, en fait, il met en avant ses principes moraux, mais il dit il faut faire ça, mais il ne dit pas comment. C'est-à-dire, on fait l'appel à la raison, mais on sait très bien que l'appel à la raison, depuis l'avènement de la cybernétique, on peut choisir quels mots-clés on va faire entrer, par exemple, dans l'esprit d'une personne pour qu'une personne construise une réalité particulière et a l'impression que le raisonnement vient d'elle, alors qu'en fait, elle aurait été complètement pilotée dès le départ. Elle leur a dit que, comme dit Lucien Soris, elle était victime vraiment de neuropiratage quelque part. Dans quelle mesure Wells a pu espérer, au moment où il édite le livre, que celui-ci serve de manuel de route, en gros, sur les années à venir, hein, sur en effet quel regard est-ce qu'il pouvait bien avoir sur la possibilité que certains aspects de son ouvrage, en effet, influencent ou en tout cas viennent féconder un certain nombre de points de vue politiques. De par sa position et ses liens avec les élites anglo-américaines, Wells savait très bien, en particulier quand il parle de l'éducation, il en parle. Il fait le faux modeste. Modeste, il dit non, j'ai pas inventé ces idées. Certains peut-être les reprendront, mais j'ai rien dit de nouveau dans ce livre. Mais il joue vraiment l'hypocrisie. Il a un côté faux cul. Oui, complètement. Ce qui ressort. Mais il savait très bien qu'il y avait de jeunes pousses prometteuses. Ne serait-ce que je citais l'exemple de Julian Huxley. Donc il savait qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils ont une vision à long terme. Ils se refilent un flambeau et à chaque fois, ils apportent une couche géologique qui va, à un moment donné, finaliser Je cite un exemple, par exemple, le coup de Julian Huxley, qui était le premier patron de l'UNESCO.
Donc officiellement, l'UNESCO, c'est tout ce qui a trait à l'éducation, les droits de l'homme, avec cet esprit d'humain, on est tous égaux, peu importe les origines, la civilisation du Bantou et celle italienne, c'est au même niveau. Enfin, bref. C'est très néo-malthusien en fait. Oui, il y a ça aussi. Il y a toute une... bon. Mais un élément révélateur pour vous montrer qu'il y a des aristocraties du mondialisme qui se refilent le flambeau. L'UNESCO, lancé par Julian Huxley, a comme personnage de référence une médaille, enfin un prix, une médaille, qui est le prix Comenius, qui est lancé depuis 1992. Et Comenius, en fait, donc pour la promotion de l'éducation, mais dans un idéal de monde universel, unifié, etc. Et Comenius, en fait, c'est la formule latine pour parler d'un Tchèque du XVIIe siècle qui s'appelait Jan Amos Komenský, qui était protestant, des frères hussites, de Jean Hus, le fameux réformateur, etc., et qui promouvait évidemment un monde libéré, ouvert, etc. Donc c'est toujours très intéressant de voir que ces gens-là, ce sont des gens qui se refilent le flambeau, et qu'un H.G. Wells était conscient qu'il ne verrait pas la chose de son vivant. Il refilait le flambeau des informations, et puis à vous de faire le boulot. Nous, on a apporté quelque chose, on a formé des gens, mais peu à peu on y arrive. Et l'élément déterminant qui manquait à l'époque de Wells, et qui est chose acquise depuis décembre 1965, c'est le basculement de l'Église catholique dans le mondialisme. Jusqu'à Pie XII, l'Église était... Il tape contre le catholicisme, Wells, mais c'est normal, vu sa mentalité, ses référents. Il tape sur le catholicisme. Il se dédouane en disant qu'il est copain avec Chesterton. Oui, mais c'est le côté... Oui, c'est vrai. Mais le fond, il tape dessus. Alors qu'il y ait des remarques négatives à faire sur des hommes d'église catholique, alors là, il n'y a pas de problème, je le rejoins. Il y a aussi des hommes d'église remarquables, mais il y a eu des hommes d'église qui ont fait un sale boulot, qui ont eu un sale comportement. En 2000 ans d'histoire, on a l'embarras du choix. Mais l'église a toujours été le contre-modèle absolu de la synagogue. Bien comprendre que l'histoire de l'humanité, et du monde occidental en particulier, on ne peut le comprendre que par une guerre à mort entre la synagogue talmudique, et la Kabbale qui va avec, et l'Église catholique avec ses répercussions politiques et religieuses. Et la bascule a été... Là, le mondialisme a atteint... Et là, comment il s'appelle, H.G. Wells ne pouvait pas le voir, il est mort en 1946. La bascule lorsque Vatican II a été lancé par Jean XXIII et achevé avec Paul VI en décembre 1965. Et en particulier dans mon livre Atlas du mondialisme, j'ai évoqué et j'ai cité le fameux document de la revue Look, qui tirait à plus de 7 millions d'exemplaires, revue acquise tout à fait au changement, à la modernité, enfin tout le baratin qui va avec, et qui raconte comment, c'est le titre de l'article, du dossier, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la pensée catholique, avec la photo du cardinal Béat en discussion, en réunion secrète à l'époque, en 1963, à New York, avec le rabbin Heschel, pour adapter l'Église à la modernité, en fait, faire de l'Église le catholicisme d'Israël. Et donc ça, c'est la seule chose qui manquait à l'époque de Wells. L'Église, jusqu'à Pie XII, était un élément qui freinait. Un exemple, lorsque Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, donc voulait créer un État d'Israël, je rappelle qu'il est mort en 1904, 2-3 ans avant, il a vu le pape Saint Pie X. Et le pape Saint Pie X, eh bien, il a dit en gros à Theodor Herzl d'aller se faire voir. Il n'a pas dit ça comme ça, mais en gros, il a dit que tant que les Juifs n'avaient pas reconnu le Christ comme fils de Dieu incarné, il était hors de question de reconnaître un État juif. Donc avec Vatican II, ça a été la révolution, puisque l'Église, avec en particulier Jean-Paul II, ils ont rétabli les liens diplomatiques avec Israël. Enfin bref, maintenant, ils sont copains comme cochons. Ces réunions œcuméniques. On les compte plus tellement. Et je rappelle cette chose absolument inouïe. Vous avez un truc œcuménique, comme vous dites, judéo-chrétien pour l'amitié, des bêtises de ce style. Et vous avez un bouquin qui a été écrit donc dans ce groupe entre juifs et cathos de l'Église, de Vatican, qui a été préfacé d'une manière élogieuse par un cardinal à l'époque, dans les années 80-90, cardinal Ratzinger. Donc on voit que c'est Vatican II était le dernier verrou. L'Église avant Vatican II était le dernier verrou. Il a sauté avec Vatican II. C'était le seul élément qui gênait encore ces mondialistes de Wells.
Depuis, ils ont humainement, je dis bien humainement gagné. Désormais, l'Église conciliaire est complètement vérolée. François est là pour parachever et faire en sorte que l'Église ne soit qu'une annexe de la synagogue et faire en sorte ce que voulait déjà Jean Hus, le fameux réformateur célébré par les mondialistes, en particulier par Comenius, que je citais, le fameux éducateur de l'époque, de faire de l'Église une assemblée démocratique. C'est ce que voulait Jean Hus et ce que parachève François grâce à Vatican II. D'accord. Un des aspects du livre, c'est sa couverture. On peut en dire un mot, puisque elle est non seulement très belle, mais en plus, on peut lire un certain nombre d'éléments de la couverture. Thibaut ? Un des éléments il y a eu diverses couvertures pour la première édition du Wells, mais il y avait tout simplement une terre dessus, tout simplement. Nouvel Ordre Mondial, ils mettent une terre. Donc on a repris l'idée, mais surtout que Wells a été membre de la Société Fabienne. Pierre, vous expliquerez sûrement mieux. Oui, de 1903 à 1908. Et le premier logo de la Société Fabienne, à une époque sûrement où il y avait moins d'accès à l'information et donc où ça passait un peu plus crème, comme on dirait aujourd'hui, c'était un loup qui porte une peau de mouton. Voilà. Tout un programme. Donc l'idée, c'était de reprendre les mêmes éléments. Un petit clin d'œil à cette Société Fabienne dont faisait partie Wells à l'époque où c'était un grand eugéniste, puisqu'il l'a été aussi. Il y a notre traducteur Fabien qui a mis dans une note de bas de page d'ailleurs des propos très choquants qu'avait tenu Wells sur l'extermination de certaines personnes. Et pour pointer un peu l'ironie, donc on a mis ce loup habillé en mouton qui tient une terre avec sur son annulaire une bague qui représente le signe Peace and Love, mais vu que le doigt est inversé ici, ça fait le signe inverse, c'est-à-dire le signe de la guerre. Et dans l'autre main, il tient évidemment la colombe de la paix en signe de paix universelle. Voilà, ça complétait un petit peu, ça montrait un petit peu on a joué un petit peu sur la loi des contrastes en fait sur cette couverture. Et aussi, vu qu'on va relancer de manière bien plus durable et bien plus assidue le Rubicon maintenant. On lance déjà par ce livre une collection qu'on a décidé sobrement d'intituler Influence. Donc ça sera le premier livre. Et on a décidé, avec le bon avis aussi de Pierre Hillard, de mettre une chouette pour représenter cette collection en haut, puisque la chouette est un des animaux maçonniques et bien bon représentant du mondialisme. Et je rajoute un petit élément pour appuyer vos dires, Thibaut. C'est que cette chouette qui se trouve donc sur la couverture du livre, on la retrouve en tout petit sur le billet de 1 $, en haut, un angle du billet d'1 $. Alors, vous allez sur Google, vous tapez 1 $, chouette, image, et vous aurez la chouette reproduite. Voilà. Alors, attention, toutes les chouettes ne se valent pas, parce que l'Institut Iliade, par exemple, a aussi une chouette sur son logo. Et bon, c'est pas du tout la même... Ah bon ? Non. Je taquine. Et pour finir sur un côté moins sexy, le bleu métallique, c'est en allant faire des commissions. Je suis tombé sur les paquets de Royal Café. Je trouvais que ça avait de la gueule. La couleur métallique, je me suis dit si on essayait. Et puis ça allait. À quoi tient le... Pas grand-chose. Non, mais la couverture, elle est très bien. Elle accroche. On a un bon graphiste. Et le titre, Nouvel Ordre Mondial. Le titre du bouquin de janvier 1940. Il n'y a rien de complotiste. C'est ça qui est terrible. Attendre, vous vous rendez compte, janvier 1940, attendre mai 2018 pour voir le livre sortir. Ouf, enfin. Nous, Français, on a du retard. Hein. Alors, le livre est en pré-vente. Il est en pré-vente. Donc, on a fait pour ceux qui soutiennent une petite des pré-ventes, c'est-à-dire numérotées et dédicacées par Pierre, gentiment. Et c'est ouvert, on a mis normalement. Et donc on a mis jusqu'au 20. On peut étendre 3-4 jours de plus vu que les livres seront dédicacés. On fera les signatures le 25. Puis on les expédiera à partir de là. Par contre, on a changé de site. Ce n'est plus leséditionsdurubicon.com puisque on a été racheté par des Chinois. C'est-à-dire que quand le nom est tombé dans le domaine public, il y a eu un petit retard de rachat. Ils l'ont pris. Donc c'est maintenant tout simplement éditionsdurubicon.com. D'accord. Bon, on le rappellera de toute façon sur le site. Sachant que pour cette collection, je dis rien pour l'instant, mais
on aura quand même quelques ouvrages du même acabit. On aura de bonnes surprises en préparation. D'accord. Bah, nous, ça nous fait un grand plaisir. Parce que traditionnellement, depuis maintenant quelques années, on avait 2 maisons d'édition profondément liées à Méridien Zéro, qui étaient les Amis du Livre Européen et les éditions du Rubicon. Bon, les Amis du Livre Européen, pour diverses raisons, ont dû arrêter leur publication. Globalement, les ouvrages sont épuisés. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on voit les éditions du Rubicon reprendre du poil de la bête et du coup essayer de relancer. L'objectif modeste pour l'instant, c'est de sortir au moins 3 livres par an. D'accord. Bon, en tout cas, nous, on s'en fera évidemment le relais avec plaisir en vous invitant ainsi que les auteurs. Voilà. Pierre, un grand merci. Merci d'avoir permis de présenter ce livre passionnant. Et sincèrement, j'invite les auditeurs qui nous entendent à se procurer ce livre qui est révélateur, profond et très moderne. C'est ça qui m'a surpris et en même temps pas étonné. Ce livre de 1940, il est pour notre époque. Les problèmes rencontrés par les élites de cette époque, anglo-saxonnes et juives en arrière-fond, sont celles rencontrées aujourd'hui par le monde occidental, anglo-saxon et Rothschild en arrière-fond, face à la Russie de Poutine. C'est avec la technique en plus, mais c'est la situation, le même contexte. C'est ça qui est frappant. Oui, mais il n'y avait pas de raison, ceci dit, alors on ne va pas relancer mais il n'y avait pas de raison que cet effet miroir, en fait, disparaisse depuis cette époque. Disons qu'il y a une époque, un petit bémol, au début des années 2000, la Russie de Poutine voulait vraiment s'intégrer au clan euro-atlantique, véritablement. Il y a eu plusieurs tentatives, mais dans cette histoire, et on revient toujours à la même histoire, le mondialisme unilatéraliste, les anglo-saxons tout, le reste des miettes, et le mondialisme planétarien de Poutine qui lui voulait une répartition équitable des intérêts de chacun. Au début des années 2000, les anglo-saxons, enfin, le clan Rothschild en arrière-fond, il faut toujours raisonner comme ça, ne voulaient pas ce partage équitable. Et Poutine il a sincèrement tenté d'intégrer, entre autres, au début des années 2000, la Russie à l'OTAN. Il y a les textes, mais à un moment donné, face à l'intransigeance et la volonté des autres de dire nous, on garde le gâteau et vous les miettes, lui, il a dit non, je veux pas. Et la faction juive à ses côtés, la faction Lubavitch, du hassidisme, qui est la neutralisation du messianisme, qui n'est pas le même messianisme que le clan Rothschild, là, ils se sont heurtés. D'accord. Très bien. Merci à vous. Et puis, on invite évidemment les auditeurs à lire l'ouvrage. Un livre qui fait 14 €. Oui. Voilà. Donc, un livre tout à fait abordable, moins de 200 pages, 180, je crois. Il fait 180. Voilà, c'est pas une brique, il coûte pas cher, et on apprend beaucoup, et c'est un livre qu'on peut garder et transmettre aux générations suivantes, donc c'est un placement. Attention Pierre, quand on se met à parler comme ça. Non mais l'argent n'est pas un but mais un moyen. C'est la différence avec les autres. Très bien, merci. Et puis évidemment, comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier. Et pas de quartier. Comme on dit.